Bonsoir à tous. Le conflit syrien est entré le mois dernier dans sa 6e année. Aucune issue n'est visible pour le moment, bien au contraire. Les dernières frappes américaines viennent ajouter de la confusion à une situation déjà confuse. Le massacre de Khan Sheikhoun et l'entrée en guerre des États-Unis ont fait couler beaucoup d'encre. Nous en parlerons ce soir avec nos invités. Place au débat. Bonsoir à tous et bienvenue donc à ce nouveau numéro de Place au débat. Nous ne parlerons pas de politique ni de campagne électorale des législatives aujourd'hui. Nous parlerons d'un sujet bien plus important, bien plus grave. C'est la situation en Syrie. Le pays est en guerre, si on peut dire, depuis maintenant 6 ans. La nouveauté, c'est que les États-Unis, si on peut dire, sont entrés en guerre avec de nouvelles frappes américaines contre un aéroport à Idlib qui font suite au massacre de Khan Sheikhoun. Beaucoup d'interprétations, beaucoup de réactions occidentales. On parlera également de la position d'Algérie. Je souhaite d'abord la bienvenue à nos invités. Bonsoir, Louisa Hammadouche. Bonsoir. Vous êtes enseignante à l'Université d'Alger, enseignante en sciences politiques. Kamel Bouchama, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien ambassadeur d'Algérie à Damas de 2000 à 2004. Avec nous également le journaliste Abed Sharif. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle étape dans le conflit en Syrie aujourd'hui avec cette entrée en guerre des États-Unis? Et est-ce qu'on peut parler, Louisa Hammadouche, d'entrée en guerre des États-Unis? Alors, par rapport à la première question, je ne crois pas que ce soit une nouvelle étape. On est depuis plusieurs années déjà dans un processus d'escalade. Donc, il y a usage de la violence par les États-Unis, mais ce n'est pas un usage qui va basculer ou créer un tournant décisif dans le conflit. Les États-Unis sont déjà très impliqués en Irak et en Syrie, même s'il était de façon indirecte à travers le soutien direct, financier, militaire, armement aux partis en présence. Les États-Unis soutiennent très fortement la coalition qui a des forces militaires sur le terrain. Et on voit bien que depuis la frappe américaine, il n'y a pas eu non plus de réaction extrêmement à même de bouleverser la situation et les positionnements des uns et des autres. Donc je ne crois pas que ce soit un tournant décisif dans le conflit. Abed Sharif, est-ce que les frappes américaines peuvent changer la donne aujourd'hui sur le conflit syrien? Non, ce qui s'est passé avec cette histoire d'armes chimiques, entre guillemets, utilisées, sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'informations, c'est un moment médiatique, c'est un moment émotionnel important, mais sur le plan politique et sur le plan stratégique, dans l'évolution de la guerre, c'est un moment qui ne compte pas. Qu'est-ce qui ne compte pas? C'est les frappes américaines? Ni les frappes américaines, ni l'utilisation d'armes chimiques. Est-ce que vous êtes d'accord, Kamel Bouchama? Oui, également, je suis d'accord. Je corrobore ce qui vient de se dire concernant cette évolution au niveau du problème syrien. Effectivement, il y a eu des frappes. C'est une nouvelle donne pour certains. Mais pour ceux qui suivent le drame qui se déroule en Syrie, ce n'est pas du tout une nouvelle donne, puisque on est habitué depuis, Madame disait depuis 6 ans, moi je dis depuis très très longtemps, le problème syrien, il faudrait le prendre à sa racine. Et ces racines sont très profondes pour comprendre que quand il y a un certain répit, cette fois-ci il y a eu une ébauche de solutions, quand Trump est arrivé au pouvoir, entre Trump et Poutine, et donc il fallait désagréger ce qui allait se passer, Donc on crée ce problème, on invente ce problème, et comme l'a si bien dit Abed Sharif, il faudrait s'assurer effectivement qu'il y a eu, comment dirais-je, il y a eu cette
cette histoire de gaz. Et à propos de cette histoire de gaz, oui, et avant de vous donner la parole, nous allons voir rapidement ce sujet préparé de Amal Bouazza qui nous met un peu dans le bain du conflit syrien avec l'attaque de Khan Sheikhoun et les frappes américaines. Le 4 avril dernier, plusieurs civils ont été la cible d'une attaque qui a causé la mort de 72 personnes, dont 20 enfants, alors que 400 autres ont été victimes d'asphyxie à Khan Sheikhoun, au sud de la ville d'Idlib en Syrie, une ville tenue par des rebelles et des djihadistes. Suite à cette attaque, le gouvernement syrien est tout de suite pointé du doigt par l'opposition, même si ce dernier a catégoriquement démenti ces accusations. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadrice américaine Nikki Haley avait brandi des photos des enfants morts à Khan Sheikhoun, prévenant que les États-Unis prendraient des mesures unilatérales si l'ONU ne répondait pas à l'attaque chimique. Et les Américains n'ont pas tardé à passer à l'action. Vendredi dernier, la base de Sha'irat, dans la province centrale de Homs, a été frappée aux alentours de 22h40 par 59 missiles Tomahawk tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross qui se trouvaient en Méditerranée orientale. Motif de l'attaque, c'est de cette base que seraient partis les avions ayant mené l'attaque chimique de Khan Sheikhoun, explique-t-on du côté américain. Suite à cette attaque, les réactions internationales se sont enchaînées. Après nous avoir informés, les Américains ont décidé de frapper un certain nombre d'installations en Syrie. Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit maintenant être poursuivie au niveau international, dans le cadre des Nations Unies, si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller jusqu'au bout des sanctions contre Bachar el-Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et écrasement par ce régime de son propre peuple. Il est dans l'intérêt vital de la sécurité nationale des États-Unis que de prévenir et de dissuader la propagation et l'usage d'armes chimiques mortelles. En Syrie, le gouverneur de la région touchée, Talal el-Barazi, a fermement condamné l'attaque. Pas plus tard que cette semaine, le ton est monté. Les alliés du régime syrien, notamment la Russie et l'Iran, ont menacé de représailles ceux qui s'attaqueraient à la Syrie. Je pense que ces attaques sont prématurées parce qu'il devait y avoir une enquête internationale pour déterminer clairement quelles ont été les responsabilités. Je pense que le régime syrien n'avait objectivement aucun intérêt à perpétrer ces attaques chimiques. L'attaque peut-être vise justement à mettre un terme à l'avancée des troupes syriennes et vise à remettre en selle des groupes entre guillemets d'opposition, alors qu'on sait tous que c'est des groupes terroristes. Et voilà, Donald Trump, je pense qu'il essaye de, parce qu'il a été accusé de collusion avec la Russie. On dit qu'il est une marionnette dont se jouent les Russes. Et clairement, en faisant cette intervention, il cherche à donner l'image qu'il est totalement indépendant de la Russie, qu'il est capable de s'imposer face à Vladimir Poutine. Ce qui se passe en Syrie, déjà, c'est pas normal. Donc déjà, on a beaucoup d'avis par rapport à ce qui se fait Hadaya. Et puis bon, que les États-Unis se mêlent un petit peu de ce qui leur regarde pas, c'est un petit peu ce qu'ils ont toujours fait, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'ils font. Moi, je pense que ça doit être réglé en interne là, entre pays arabes. Moi, je pense que ses réelles intentions, c'est de déstabiliser un petit peu le monde arabe. C'est vraiment dans l'optique globale et générale. Nous ne sommes pas d'accord, nous sommes les Algériens, nous sommes toujours... on n'a jamais été d'accord avec ces attaques. Je pense qu'ils ont des buts derrière ça. Louzaïd Hamadou, je reviens vers vous. Beaucoup de choses ont été dites, notamment sur cette attaque de Khan Sheikhoun. On a l'impression que cette attaque est venue de nulle part. Est-ce que ça s'est vraiment fait? Est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que ça a été préparé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette attaque de Khan Sheikhoun? Déjà, je ne crois pas que ce soit un fait secondaire dans l'ensemble du conflit syrien. Je crois que quand on fait usage d'armes de destruction massive, quand on en vient à détruire, à massacrer d'une façon aussi systématique des non-combattants, on est en plein dans un type de crime qu'il sera très, très, très difficile de gérer par la suite. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la guerre, on parle de la violence, mais il faudra bien un jour que cette guerre s'arrête et il faudra bien un jour penser à la façon dont les choses vont évoluer dans un système post-conflit. Je crois que ce qui s'est passé, en plus, nous en sommes à la deuxième attaque à l'arme chimique. Après, c'est ce sont des faits d'une gravité extrême
quel que soit celui qui en a fait usage, parce qu'aujourd'hui on accuse le régime de Bachar el-Assad, et ce n'est pas sans raison de toute façon, mais on pourra y revenir. Mais en tout cas, que la vérité soit faite sur qui a fait usage de ces armes, l'usage de ces armes, les victimes qui sont tombées, les images horribles que la terre entière a pu voir, et c'est la deuxième fois que ça arrive, aura un impact très 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 profond pour l'avenir de la Syrie, comme on la connaît aujourd'hui en tout cas. Mais pour l'instant, Louzaïed Hamadouche, l'impact c'est contre le régime de Bachar el-Assad. Donc pour l'instant, à juste titre, je pense. À juste titre, pourquoi? Parce que bon, bien entendu, il serait très très facile de tomber dans la théorie du complot en disant à qui profite le crime. Le coupable idéal, c'est bien entendu le régime de Bachar el-Assad. Donc on pourrait penser que puisque la réponse évidente, c'est le régime de Bachar el-Assad, donc ça ne peut pas être lui. Je ne sais pas. Personne, je pense, n'a d'informations précises sur la question. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que les armes chimiques étaient détenues par le régime syrien. Qu'en 2013, il y a eu un accord entre Américains, Syriens et la communauté internationale, un accord qui stipulait clairement que le régime syrien acceptait de se défaire de tout son armement chimique. En contrepartie, il n'y avait pas d'intervention militaire de la coalition occidentale, notamment des États-Unis. Est-ce que ça a été fait? Manifestement non, puisque l'usage des armes chimiques a encore été répété. La faute à qui? Est-ce la faute aux Russes? Est-ce la faute au régime syrien? Est-ce que les groupes terroristes dans la région ont pris possession de ces armements chimiques? Quand bien même l'auraient-ils fait? Comment l'ont-ils fait? Comment ont-ils obtenu ces armes chimiques? Donc si aujourd'hui la majorité des accusations sont dirigées vers la Russie et le régime de Bachar el-Assad, je pense que ce n'est pas sans raison. Abed Sharaf, Bachar el-Assad coupable idéal dans ce genre de situation quand il y a un massacre comme ça? Non, moi je suis vacciné contre ces histoires depuis l'histoire de Colin Powell aux Nations Unies et depuis la jeune Koweïtienne qu'on a présentée au Congrès américain pendant la première guerre du Golfe. Comme une fille violée par des soldats irakiens. Oui. La première victime d'une guerre, il y a deux premières victimes, la vérité et les civils. Donc ça, la vérité dans cette histoire-là, moi je ne tiens pas compte de ce qui se dit, de ce qui s'accuse. Par contre, ce que je constate, si tu veux, dans le conflit syrien, c'est une espèce de millefeuille. Et donc, il faut savoir à quel étage on est. On peut aller à un certain étage et dire qu'après Alep, le conflit syrien a été mis potentiellement sur des rails pour aller vers un type de solution. Donc, les États-Unis ont admis que la solution se ferait avec Bachar el-Assad et dans un cadre négocié avec l'opposition. Comment? C'est très complexe, ça ne va pas se faire demain. Ce terrain n'est pas viable, de mon point de vue, n'est pas viable. Bachar el-Assad est une horreur absolue, mais il est là. Donc ce terrain n'arrange pas, ne convient pas à des acteurs internes et externes qui veulent décrédibiliser Bachar el-Assad. Bon, est-ce qu'on a besoin de décrédibiliser quelqu'un qui est entré dans un engrenage, qui a démoli son pays? On n'a plus besoin de... Il n'est pas viable ce type. Mais dans une période de transition, pour aller à une solution, il est là comme acteur, donc il faudra en tenir compte. Dire que c'est lui qui a utilisé les armes chimiques, là on va entrer dans les spéculations. Voilà. On n'a pas d'informations, c'est au pif. Pour moi, ce n'est pas crédible. Pour moi, ce n'est pas crédible. Que Bachar el-Assad utilise les armes chimiques? Oui, parce que quand on est dans une guerre, on utilise les moyens dont on dispose en fonction d'avantages qu'on va obtenir. Quand on fait 6 années de guerre, on commence à comprendre la mécanique de la guerre. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd. Et qu'on est un peu en position de force. Est-ce qu'on peut dire que Bachar el-Assad est en position de force aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Et donc, on utilise des moyens et on obtient des gains. C'est absurde d'utiliser des armes chimiques pour Bachar el-Assad aujourd'hui dans une guerre qu'il a potentiellement gagnée sur le plan militaire. Il l'a perdu sur le plan moral. Pourquoi irait-il encore aggraver sa défaite morale? C'est ça qui me gêne. Vous êtes d'accord, Kamal Bouchama? Est-ce que Bachar el-Assad a gagné la guerre militairement? Quand vous étiez ambassadeur en Syrie, Bachar el-Assad venait d'accéder au pouvoir, si on comprend bien, en 2000. Voilà.
Oui. Est-ce qu'il a gagné la guerre militaire aujourd'hui, Bachar el-Assad? C'est-à-dire qu'il faut commencer par le commencement. Je vais vous dire que l'utilisation des armes chimiques, c'est quelque chose d'abominable. Très abominable. Et je ne pense pas, je ne pense vraiment pas, pour avoir connu ce monsieur. Je ne défends pas le régime. Je n'ai jamais défendu le régime de Syrie, d'ailleurs tout comme tous les régimes arabes. Ils se valent tous, pour être plus clair. On a parlé, quand ça a commencé à Draa en mars 2011, on a parlé de démocratie, on a parlé de printemps arabe, de changement, parce qu'il y avait le régime. Ouais, mais quel régime est démocratique dans ce monde arabe, que ce soit au Mashraq ou au Maghreb. Mais là, je rejoins un peu ce que disait Abdelcherif, parce que je viens en troisième position, donc je ne fais que corroborer ce qu'il a dit. Est-ce que Bachar el-Assad, tout en me défendant de dire que ce n'est pas le régime syrien qui a gazé les gens, hein, attention. Tout en vous défendant de le défendre. Oui, tout en me défendant de le défendre. Mais est-ce que lui qui a commencé par trouver un semblant de solution avec les Russes, va-t-il gazer sa population? Tout en sachant que c'est grave, tout en sachant que c'est dangereux, que ça se retournerait contre lui. Et là aussi, je ne dis pas que ce n'est pas le régime. Est-ce que ce ne sont pas les gens d'à côté, les islamistes qui ont profité de la situation pour essayer de détériorer ce qui allait se construire dans cette Syrie? Est-ce que ce n'est pas... Nous avons oublié un autre phénomène, qui est celui des voisins d'à côté. Israël a dû jouer dans ce cadre-là. Peut-être, je suppose, je ne condamne pas également, je ne condamne pas. Mais là, il y a un bouillonnement au niveau de cette région, et il faudrait peut-être maintenant, avant même d'envoyer des missiles sur Homs, sur la base militaire de Homs, il fallait à tout le moins essayer de faire une enquête très rapide pour trouver quels sont ceux qui effectivement ont utilisé cet armement chimique. Louis Hamadouche, est-ce que Bachar el-Assad avait tout à perdre à commettre cet acte si il l'a commis? Et est-ce que les Occidentaux n'auraient pas dû, comme l'a dit M. Bouchama, mettre en place une commission d'enquête internationale pour connaître les véritables responsables de ce massacre? À ma connaissance, la commission d'enquête a été mise en place. Oui. La différence, c'est qu'on ne lui a pas laissé le temps d'aboutir à des conclusions. Il y a eu les frappes américaines entre-temps. Absolument, ce qui a poussé certains à dire que finalement, vu les connivences plus ou moins déclarées entre Trump et Poutine, Trump aurait finalement sauvé la face de Poutine en se dirigeant vers des frappes précipitées, ce qui a empêché finalement la commission d'enquête d'aboutir à des résultats qui auraient pu mettre en cause la Russie ou son allié Bachar el-Assad. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, compte tenu du fait que les partis en conflit ont des relations très ambiguës, parce que nous sommes dans une configuration où il y a des partis clairement en guerre, mais il y a aussi des alliés objectifs et des ennemis utiles pour les uns et pour les autres. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en posant la question de à qui profite le crime, on pourrait dire que le crime profite aux adversaires de Bachar el-Assad, mais j'en reviens à ma question précédente. Que faisaient ces armes chimiques sur place? Les Russes ont dit que c'est un entrepôt qui a été bombardé. Vous y croyez à cette thèse? Toutes les thèses sont possibles aujourd'hui, on peut le dire ça. Toutes les thèses sont possibles aujourd'hui? Oui, toutes, y compris la responsabilité de celui qui était à la tête de cet État. Comment expliquer, selon vous, ce revirement des États-Unis avec M. Trump, qui, pendant la campagne électorale, avait tenu un discours qui avait beaucoup étonné, beaucoup choqué aussi, un discours clairement pro-syrien. Pendant la campagne électorale, il avait dit qu'il faut laisser ce régime combattre le terrorisme. Il est élu, il change d'avis. Est-ce que le nouveau président américain a déjà été broyé par la machine américaine, selon vous? Écoute, là encore, c'est un autre étage du millefeuille. Ce qu'on a sur place, c'est qu'il y a un pouvoir syrien qui est soutenu par l'Iran et par le Hezbollah libanais. Mais dans cette même Syrie,
il y a des forces américaines. Officiellement, c'est des instructeurs, mais en fait, c'est des gens qui combattent. Combattent contre Daesh. Donc, objectivement, ils sont avec Bachar al-Assad. C'est un étage de la fusée. Dans cette configuration, les Américains, les Iraniens sont obligés d'établir une espèce d'accord. Alors, ce n'est pas uniquement une espèce d'accord, c'est un accord concret sur le terrain qui nous amène à un autre niveau. Est-ce qu'on peut envisager que la Russie ait pu intervenir en Syrie sans un aval israélien? Comment expliquer que la Russie, que l'aviation russe puisse survoler la Syrie? C'est la région la plus surveillée au monde. Donc on a une aviation russe qui est là-bas tout le temps, une aviation israélienne qui est là-bas tout le temps. Il n'y a jamais eu d'incident. Objectivement, ça ramène à un accord entre Américains, Russes et Israéliens pour que ce soit la Russie plutôt que les États-Unis qui fassent le sale boulot en Syrie. Et donc, dans cette configuration-là, chacun est obligé de sauver la face de l'autre parce que, je cite rapidement un ancien ambassadeur algérien en Irak cette fois-ci, qui m'a dit « L'Irak est un pays occupé par les Américains et géré par les Iraniens. » Et ils étaient là tous les deux. Iraniens et Américains étaient en Irak, ils agissaient ensemble, mais officiellement, ils ne se parlaient pas. Donc, ils sont là en Syrie, en Irak, ils travaillent ensemble sur le terrain, mais officiellement, ils ne se parlent pas. Donc, dans tout ça, définir qui a utilisé du gaz, une arme chimique, ça va être extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut parler déjà, avant de vous dire est-ce que le revirement américain vous a étonné, est-ce qu'on peut parler d'un revirement américain, selon vous? Selon moi? Oui, selon vous? Oui. Selon vous deux? Revirement américain, parce que Trump a donné une lueur d'espoir pour Bachar un certain temps. Avant son élection? Non, avant son élection. La même lueur d'espoir pour M. Poutine? Et puis même les premières semaines de son élection. Mais là, vous savez, moi, je ne crois pas à tout cela. Je ne crois pas à tout cela. Je vais terre à terre. Peut-être que Abd est un journaliste, donc il suit plus que moi. Madame est responsable dans ce domaine, et donc elle suit plus que moi. Moi, j'étais sur le terrain. J'ai utilisé de mes compétences diplomatiques. Un jour, un ami, un Algérien, un scientifique, je dirais un savant qui vit en Amérique, et qui est actuellement délégué dans beaucoup d'institutions internationales. Ici, on s'est rencontrés à Alger, il vient de temps en temps voir ses parents. Il me dit, j'ai un ami intime, un ami intime, un Américain de confession juive. On n'a jamais débattu de cette question du Moyen-Orient, de l'Occident. Et une fois, je lui dis, écoute, pourquoi les Occidentaux sont un peu contre ce Moyen-Orient, contre les pays du Levant? Alors voilà ce que lui dit son ami scientifique, son ami juif. Il lui dit, c'est la première fois que tu me poses une telle question, mais je vais te répondre. Et j'aurais souhaité que tu me la poses depuis très très longtemps. Il lui dit, le problème c'est que l'Occident ne sera jamais d'accord avec le Moyen-Orient, notamment avec la Syrie et l'Irak. Parce que ce sont deux pays qui véhiculent une histoire, une culture et de grandes civilisations. Et que l'Occident n'a pas cette civilisation. Et donc il y a toujours ce conflit, si vous voulez, qui va persister entre les deux mondes. Et il y aurait cette histoire du loup et de l'agneau. Il lui dit, je suis orphelin, j'ai pas de père. Il lui dit, non, mais c'est ton oncle. Si ce n'est pas ton oncle, c'est ta tante. Si ce n'est pas ta tante, c'est ta belle-mère et ainsi de suite. Il faut que je te mange. Alors donc, il y a toujours certains subterfuges qu'on peut créer à la région pour arriver à détruire cette région. La Syrie est en train de se détruire, tout comme l'Irak. Tout à l'heure, on a commencé par dire Bachar a-t-il gazé, n'a-t-il pas gazé? En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que Bachar est une partie du problème, une grande partie du problème, mais Bachar également est une partie de sa solution.
Donc voilà, donc vous rejoignez un peu l'administration Obama qui pendant des années ne voulait pas entendre parler de Bachar al-Assad comme une solution au problème. Les derniers mois du deuxième mandat, John Kerry et Barack Obama ont changé d'avis. Ils avaient écarté l'exclusion de Bachar al-Assad. Est-ce qu'aujourd'hui l'administration nouvelle américaine fait un autre revirement? Non, enfin, je ne crois pas du tout que ce soit de l'ordre du revirement. Ce qui s'est passé, ce n'est qu'une frappe militaire ponctuelle dont le but a été de donner une réponse punitive, entre guillemets, à une attaque chimique condamnée de façon unanime. Et comme je le disais, c'est une attaque qui a peut-être remis en cause une commission d'enquête qui aurait peut-être mis en cause des alliés objectifs. Tout à l'heure, Abed parlait de la connivence américano-russe. Et là, pour le coup, j'aborde tout à fait dans votre sens parce qu'effectivement, aujourd'hui, puisque les deux administrations sont parvenues à la conclusion selon laquelle la solution ne passait pas forcément par la chute du régime, parce que les Américains ont bien compris, avec leur expérience en Irak, que faire table rase du régime précédent pour faire du nation building, pour construire un nouvel État, ce n'était pas possible. Donc ils ont pris conscience qu'effectivement, le chef de l'État syrien allait très forcément faire partie de la solution qui serait mise en place. Là, il y a clairement et même officiellement accord sur la façon dont les opérations militaires se déroulent en Syrie. Et la preuve en est, c'est que les déclarations américaines après la frappe punitive, entre guillemets, a bien fait état du fait que les négociations étaient stoppées, mais que l'accord militaire sur le terrain était toujours en vigueur pour ne pas justement que des avions américains ou russes, des avions russes avec des avions de la coalition occidentale ne se tamponnent en plein air ou même sur le terrain. Donc l'accord existe bien entendu. Je crois qu'il y a effectivement division du travail sur le terrain parce que, en définitive, les deux grands protagonistes de ce conflit, à savoir la Russie et les Américains, ont des objectifs qui ne sont pas si éloignés les uns des autres. Aucun des deux ne veut d'un État islamique Daesh dans la région, pour des raisons différentes, mais en tout cas, aucun des deux ne veut de cet État. Aucun des deux ne veut l'implosion de type Fawda Khallaqa dans la région parce que l'impact sera sur les alliés proches des deux États. La Jordanie est menacée, le Liban est menacé, l'Égypte est menacée, Israël pourrait être menacé aussi. Donc finalement, les deux peuvent très bien parvenir à un accord. La différence, c'est comment parvenir à cet accord. Quand vous parlez d'une frappe punitive faite par l'administration américaine, est-ce qu'on peut dire que c'est une frappe faite sous le coup de l'émotion? Est-ce que le président américain n'a pas fait ça pour plaire à l'opinion publique, pour dire qu'on peut agir, que les Américains sont là? Je pense que... Non, il y a beaucoup les ça. généraux américains ont de l'émotion. Je m'excuse. Ouais. Non, ce n'est pas un problème d'émotion, non. Il y a beaucoup ça, parce que Trump essaye de se placer dans son contexte, en contexte de chef d'État d'abord. Contexte impérialiste? Oui, comme dirait Abed Sharaf, peut-être. Impérialiste, il ne peut pas changer, en tout cas, il ne peut pas changer. Non, dans le contexte, parce que déjà, pendant sa campagne, il a eu une campagne contre son admission, contre son élection en tant que chef d'État, et encore, le Congrès était et là, il partagé. revient de meilleurs sentiments. Maintenant, non, c'est pour plaire au Congrès. Remarquez, Badam a dit une attaque punitive, c'est une escalade, une agression pure et dure, hein, c'est pas pure et dure, qui elle-même aussi a généré des victimes. Mais l'Amérique, à la tête de laquelle il y a Trump, tient à tenir son rôle de leadership à travers le monde. Voilà. On peut aller sur des détails, des petites questions de détails qui peuvent donner des indications. Par exemple, on peut noter que Steve Bannon, qui était un des idéologues de l'équipe Trump, a été exclu du Conseil national de sécurité. Ouais. Et donc que cette attaque a eu lieu juste après. On peut noter aussi une espèce de prise du pouvoir au sein de l'équipe Trump par les 4 généraux. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Ces 4 généraux qui prennent le pouvoir
qui constitue le noyau dur de la question sécuritaire et militaire. Mais, de manière plus générale, ce bombardement, moi, j'aime pas le mot frappe aérienne. C'est joli. Quand les Américains et les Israéliens bombardent, on dit frappe. Quand Syriens, Irakiens, on dit bombardement. Donc, c'est un bombardement, point. Ce bombardement n'a pas une portée militaire décisive. Il n'a pas de portée militaire, pratiquement. L'impact de ce bombardement sur l'issue militaire du conflit est nul. Portée médiatique? Portée médiatique et symbolique. Oui. Et donc, ça a plutôt rapport avec peut-être des éléments de politique interne aux États-Unis et de politique interne au sein des pays occidentaux. Parce que même chez les pays occidentaux, le pays qui apparaît le plus forcené pour l'intervention contre Bachar al-Assad, c'est la France. Et de mon point de vue, ça répond, c'est une espèce d'inquiétude face à une nouvelle donne. Là, c'est des plaques tectoniques qui sont en train de se déplacer. Les Américains, pour simplifier, c'est très schématique, donc il ne faut pas m'en vouloir. Les Américains se sont rendus compte que leurs interventions dans le monde arabe débouchent systématiquement sur une aggravation des problèmes. Et donc, les Russes prennent le relais. Ils sont moins mal vus. Plus populaires? Je ne dis pas plus populaires, je dis moins mal vus. Donc, et on se rend compte qu'il y a une espèce de rapprochement entre Russes et Américains. Et s'il se fait, il se fait au détriment de l'Europe. C'est un facteur clé de la doctrine Trump. Et ça, les Européens n'en veulent pas. Et les Français sont les plus forcenés pour dénoncer cette évolution. Et donc, voilà, ils veulent aller plus, intervenir plus, et il faut en tenir compte dans ces analyses. Les Russes prennent le relais aujourd'hui. Est-ce qu'ils font le sale boulot des Américains, Luzaïd Hamadouche? Je ne crois pas qu'ils fassent le sale boulot des Américains. Je crois que... Parce qu'en fait, ce sont les Européens qui ont l'habitude de jouer ce rôle. Oui, de faire le sale boulot. Exactement. Comme disait Albright, les Américains font la cuisine et les Européens font la vaisselle. Je crois que les Russes ont décidé de peser de tout leur poids en Syrie compte tenu de l'évolution de la situation en Libye. Mon sentiment est que Mohamed Kadhafi a sauvé la vie de Bachar al-Assad. Si la situation de la Libye n'avait pas évolué telle qu'elle a évolué, si les Russes n'avaient pas accepté de voter une résolution qui imposait une zone d'exclusion aérienne qui avait débouché finalement sur le renversement de Kadhafi comme il a été renversé, les Russes ne seraient pas engagés comme ils l'ont fait en Syrie. Donc il y a une relation de cause à effet qui fait qu'aujourd'hui les Russes sont décidés, et Trump l'aide beaucoup en ce sens, sont décidés à montrer que le monde arabe, le Moyen-Orient en particulier, ne sera pas pro-occidental comme l'Asie centrale, comme le Caucase a semblé évoluer ces dernières années. Et donc c'est une façon de montrer que la Russie est toujours là. Mais cela dit, je ne suis pas sûre que la Russie soit plus populaire pour autant. Comme disait monsieur, les régimes du monde arabe ne sont pas populaires. Et un État qui défend aussi, de façon aussi acharnée un régime qui l'est encore moins ne peut pas être si populaire que cela. Et pour parler de Bachar al-Assad, Kamel Bouchama a dit que c'est une partie de ce conflit. Est-ce que vous pensez que maintenant les Occidentaux vont changer d'avis après ce qui s'est passé à Khan Sheikhoun? Est-ce qu'ils ne vont plus envisager le fait que Bachar al-Assad soit une partie de cette solution? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois pas que malheureusement que ce drame et que les bombardements américains changent de façon profonde la façon dont le schéma dans lequel les solutions se profilent. Elles tarderont à arriver, ces solutions. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'elles changeront leur schéma. Je crois que Trump avait besoin de montrer au monde, compte tenu de sa popularité extrêmement basse, qu'il était disposé à ne pas uniquement intervenir pour les intérêts pragmatiques des Américains, mais qu'il était aussi prêt à sauver les civils, à avoir une action qui soit du domaine de la morale plus que des intérêts purement économiques. Et rappelez-vous comment
Barack Obama a été critiqué de la façon la plus aiguë lorsqu'il a fait marche en arrière en 2013 en disant « je ne bombarde pas » puisqu'il va y avoir démantèlement de l'arsenal chimique. Absolument. Dernière question avant de passer à la position algérienne. Oui. M. Boujama. Non, ce que je voudrais dire, ces analyses sont excellentes. Non, l'analyse de Madame, les analyses de Abd Sherif, elles sont excellentes. C'est comme si on solutionnait un problème de mathématiques. Mais là, il faudrait voir ce qui se passe dans ce pays. Quand on parle de Béchar, moi j'ai dit que Béchar est une partie du problème. Et Béchar est une partie de sa solution aussi. Et si on s'appesantit sur le fait qu'il y a la Russie d'une part, il y a l'Amérique de l'autre part, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que quand on vivait sous le régime des deux blocs, des deux pôles, il y a des pays qui appartenaient à ce pôle, d'autres pays qui appartenaient à l'autre pôle. Il ne faut pas oublier que la Syrie du temps du papa, du temps de Hafez al-Assad, était dans l'autre côté, était chez les soviétiques. Maintenant que les Russes sont en perdition, sont en perte de vitesse, et que énormément de choses, la Russie elle-même veut se positionner aujourd'hui. La Russie a été démembrée. Ça a été un grand pays, le bloc socialiste. La Russie a été démembrée. Et les Russes tiennent à apparaître dans la région. Et cette Syrie, ce régime syrien, bon ou mauvais, je ne dis pas que je suis avec le régime ou que je suis contre le régime, mais ce régime, bon ou mauvais, il faut compter avec. Il faut qu'on le sollicite, il faut qu'on en parle. On va parler, rapidement, Abd Sherif. Oui, parce que c'est la solution. La solution est là. Voilà. Il y a un peuple. Quand on parle de solution, justement, si on essaie d'envisager une solution complète et tout de suite, elle est impossible. Et donc, il faut, à mon avis, ça va se dessiner en 2-3 étapes. Une première étape, on admet que Bachar al-Assad est là, que c'est le chef de l'État. Oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas le déboulonner, il y a les Russes avec. Oui. Et donc, une solution se construit ou s'ébauche. Et que, dans une deuxième étape, si le pays veut aller à une vraie solution, Bachar al-Assad s'en va, mais il y a une préparation qui doit se faire avec beaucoup de sacrifices. Un dernier mot sur la position algérienne. Si vous permettez, parce que c'est très important. Oui. Et c'est très bien ce que vient de dire Abd. On a l'impression qu'il y a deux mondes qui se battent. Il y a deux mondes, il y a les Américains, il y a les Russes. À l'intérieur, en Syrie, il n'y a personne. Le problème qu'on a oublié, qu'on oublie, c'est l'absence du monde arabe. C'est l'absence du monde arabe. Et c'est ça qui permet à ces deux blocs, à ces deux dirigeants, à ces deux pays, de travailler en l'absence de ce monde arabe. Une ligue arabe qui est une caisse de résonance, qui est une coquille vide. Le monde arabe qui se trouve désarticulé, désorienté, parce qu'il n'y a pas de démocratie dans le monde arabe, il n'y a pas de force dans le monde arabe, et la nature a horreur du vide. Alors c'est pour cela qu'il y a deux leaders au monde, les Américains, les Russes, qui sont en train de travailler. Un mot sur la position algérienne qui a été donc présentée par Abdelkader Msehel, ministre des Affaires maghrébines et africaines. Il a dit que l'Algérie, qui a toujours inscrit sa démarche dans le cadre du respect de la légalité internationale, rappelle que la solution au conflit syrien ne peut être que politique, fondée sur le dialogue inclusif, la réconciliation et la lutte contre le terrorisme. Abdelkader Msehel qui a aussi affirmé que l'Algérie n'appuyait pas ses frappes et qu'elle considère que cela peut mener à une escalade militaire. L'Algérie qui dénonce à demi-mot ces bombardements américains. Vous êtes Hamadouche? Oui, effectivement, c'est une dénonciation à demi-mot, comme vous le soulignez. Avec un style très alambiqué.
C'est un style diplomatique. Le style diplomatique, oui, algérien. Mais sur le dossier syrien, la position algérienne, on n'a pas très bien compris. On sait à demi-mot que l'Algérie soutient Bachar al-Assad. Abdelkader Sahel est le seul ministre arabe à avoir été reçu par le président syrien depuis ces 4 dernières années. Attention. Moi, il m'est arrivé d'écrire dans ce domaine-là. Abdelkader Sahel, en tant que ministre, est parti pour présider la commission mixte algéro-syrienne. Oui, mais il a été reçu par le président syrien. C'est un soutien. Et dans les protocoles, dans le protocole diplomatique, quand il y a un responsable d'un haut niveau, il est toujours reçu par le chef de l'État. Oui, mais pendant toutes ces années, aucun ministre arabe n'est parti. Oui. M. Bouchama. Il n'y a que le ministre algérien qui est parti et qui a été reçu par le président syrien. Ça intervient quelques mois avant la fameuse déclaration du ministre des Affaires étrangères qui avait dit qu'à Alep, c'était la défaite du terrorisme. L'Algérie soutient la Syrie, mais ne veut pas le dire, Louzaïd Hamadouche? Oui. Ouais. Il semble que ce soit effectivement le cas. Le fait de parler de solutions politiques, personne ne peut être contre. Le fait de parler d'éviter de l'escalade, personne ne peut être contre. Le fait de parler de solutions inclusives, personne ne peut être contre. Le fait de défendre l'intégrité territoriale d'un État, en principe, personne ne peut être contre. Mais en même temps, derrière tous ces messages, il y a aussi des messages subliminaux. La visite dont vous parliez en fait partie. La comparaison entre la réaction de l'Algérie face aux attaques chimiques et la réaction de l'Algérie face au bombardement américain, là aussi, peut prêter à interrogation, pour le moins. Je crois que si je devais faire une observation par rapport aux réactions algériennes sur les conflits en général, c'est le fait de prendre les mêmes phrases et de les appliquer, quel que soit le conflit. Je crois qu'il y a un souci parce qu'on peut être contre la non-ingérence, c'est très bien, on peut être contre l'usage de la force militaire, c'est très bien aussi, mais on ne peut pas comparer tous les conflits et les mettre les uns à côté des autres en disant c'est la même solution pour tout le monde. Je voudrais juste ajouter un mot, et là je risque de choquer un peu tout le monde. Avoir un État sacralisé, avoir une vision sacralisée de l'État, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf qu'on ne peut pas imposer sa vision sur d'autres. Aujourd'hui, qui peut dire que le peuple syrien dont vous parliez, et aujourd'hui on pourrait même parler de peuple au pluriel, syrien au pluriel, parce que reste-t-il de la Syrie d'antan? Je ne sais pas. Mais si on demandait l'avis des Syriens aujourd'hui, dans leurs différentes catégories, au-delà de leur position vis-à-vis du chef de l'État actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, les Syriens sont prêts à continuer à vivre ensemble demain? Vous voyez bien, les Kurdes en Irak ont été gazés une seule fois. Ça a suffi pour que les Kurdes soient complètement convaincus que la vie avec le reste des Irakiens ne sera pas possible, et on voit bien qu'elle ne l'est plus. Donc, je me demande si parfois l'Algérie ne cherche pas à imposer sa propre conception de l'État, de la souveraineté et de la paix. Rapidement sur la position algérienne, Abed Chalef. L'Algérie est dans ses dogmes. Un de ses dogmes, c'est que l'État est le seul détenteur de la force armée. Et donc, c'est logique qu'il y ait, on va dire, une sympathie ou un penchant pour Bachar al-Assad. C'est assez logique. Deuxième chose, l'expérience dans la gestion de ces conflits a montré qu'après une phase militaire qui est souvent destructrice, qui est toujours destructrice, au moment de reconstruire, on se retrouve face à ça. Et donc, c'est pas du one-two-threes, mais c'est à la limite du bon sens. Maintenant, peut-être qu'il faut regarder les choses de manière un peu aussi plus globale. Moi, ce que je constate dans cette histoire, c'est que sur les 20 dernières années, les pays arabes qui ont été soumis à une forte tourmente guerrière, ce sont les pays qui avaient une tradition révolutionnaire durant la deuxième moitié du XXe siècle. Plus schématiquement, M. Bouchama s'en rappelle bien, ce sont les pays qui avaient constitué le front de la fermeté. Irak, Syrie, Algérie, Libye, Yémen. Oui. Ils sont en guerre civile. Je ne peux pas m'empêcher de faire une corrélation entre des pays qui ne sont pas plus développés, le Maroc, la Tunisie, Oman, etc. Ils ne sont pas plus avancés, ils ne sont pas plus développés, ils ne sont pas plus modernes que nous. Leur PIB n'est pas plus élevé. Ces pays restent en paix. Donc, je me pose la question, pourquoi ces pays à forte tradition révolutionnaire
ont été ceux qui ont subi tout ça. Et la corrélation est logique. Merci à vous tous d'être venus. Kamel Bouchama, je rappelle l'actualité des uns et des autres. Je commence avec vous, Kamel Bouchama, avec ce très beau livre. C'est votre dernier livre, La mère des résistants. C'est aux éditions Juba. C'est un ouvrage qui est publié avec le soutien du ministère de la Culture. On ne peut pas présenter tous vos livres qui sont nombreux et qui sont très intéressants. Vous avez aussi une actualité, vous, Louisa Hamadouche, une très belle interview aujourd'hui sur le temps d'Algérie. Vous avez parlé de politique intérieure. Vous avez dit que les préoccupations socio-professionnelles étaient plus importantes que les préoccupations sécuritaires. C'est bien ça. On aura le temps d'en parler un autre jour. Abed Cherf, vous écrivez chaque semaine sur le quotidien d'Oran et vous intervenez chaque mercredi sur le CPP sur Radio M. Merci d'être venu. Merci à vous pour votre fidélité. À vendredi prochain.